Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission de rencontre. La réunion du Forum d'été de Davos 2024, connue également sous le nom de 15e réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial, s'est récemment tenue à Dalian, la ville côtière du nord-est de la Chine. Le forum de cette année s'est focalisé sur le thème « Les nouvelles frontières de la croissance ». Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir M. André Hoffmann, l'un des coprésidents de la réunion et membre du conseil d'administration du Forum économique mondial. Bonjour M. Hoffmann, bienvenue dans notre émission. Selon vous, comment le forum d'été de Davos se distingue-t-il des autres conférences économiques internationales et quelles sont les contributions les plus significatives au dialogue mondial sur l'économie et l'innovation? Pour commencer, bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité et de prendre le temps d'écouter quelques remarques que je pourrais faire à ce sujet. Une des choses que le WEF, le World Economic Forum, le Forum économique mondial, a toujours essayé d'être, c'est une plateforme d'échange entre différentes parties de la société. C'est des politiques, c'est des ONG, des organisations non gouvernementales, c'est de la science, c'est des universités, c'est aussi évidemment des entrepreneurs et c'est aussi des politiques, des dirigeants. Et cette plateforme d'échange est une échange qui est en fait assez unique, surtout dans un monde où on a de plus en plus de difficultés à collaborer et même à avoir une conversation. Donc je trouve que la contribution majeure du forum, c'est justement cette opportunité de pouvoir diriger parmi des gens qui ont vraiment la possibilité d'influencer ce qui se passe. Donc on n'est pas uniquement dans la rhétorique, on est dans l'action. Et ça, je crois que c'est très important de le souligner. Quels sont les principaux objectifs que vous espérez atteindre à travers cette édition du Forum d'été de Davos, en particulier en ce qui concerne la collaboration internationale et le développement durable? Alors, merci beaucoup de mentionner le mot développement durable parce que je crois que notre nouveau futur, dans les quelques années, ça va être de nous inscrire dans la durabilité. Je pense que la crise du Covid et quelques autres crises internationales ont ralenti l'activité économique. Nous devons l'accélérer tout en ayant conscience que nous travaillons dans des limites planétaires qui, elles, sont données, sont fixes. Si nous voulons arriver à continuer la prospérité qui est la nôtre, il va falloir que cette prospérité devienne durable. Et une prospérité durable, ça veut dire qu'elle s'inscrit à l'intérieur des limites planétaires. Et je pense que ce forum, en particulier, puisque beaucoup de personnes viennent en Chine pour en parler, serait un bon endroit pour en discuter de manière efficace. La prospérité, c'est quelque chose qui nous soutient tous. Nous devons arriver à faire plus avec moins. Et la meilleure manière de faire cela, c'est d'en parler et d'échanger et de s'assurer qu'il y ait une véritable collaboration internationale. Le thème de cette année est les nouvelles frontières de la croissance. Quelles sont ces nouvelles frontières et comment les entreprises peuvent-elles s'y préparer? Alors justement, je pense que comme la frontière la plus importante, c'est les limites planétaires. Alors je m'explique. Aujourd'hui, on crée de la prospérité en se concentrant sur la profitabilité à court terme. Et on a vu que ça a été très efficace. Nous sommes 8 milliards de personnes sur la planète, nous avons une prospérité réelle qui n'existait pas il y a une cinquantaine d'années. Maintenant, si on veut continuer à maintenir cette prospérité et pour que les entreprises puissent continuer à avoir du succès, il va falloir qu'on comprenne l'impact que nous avons sur les trois grands capitaux. Le capital humain, le capital social et le capital naturel. C'est l'interdépendance entre ces trois capitaux qui nous permet de vraiment créer de la valeur sur le long terme. Donc si nous déplaçons trop le curseur, trop vers la nature ou trop vers le capital social ou trop vers l'humain, on arrive à un déséquilibre. Ce que nous essayons de faire, c'est de créer un équilibre durable, un triangle qui permet d'inclure les trois capitaux. Et je pense que ça, c'est le moment d'en parler sérieusement. Parce qu'on a bien vu, les symptômes d'un système qui ne fonctionne plus très bien sont en accélération. Le climat est un bon exemple, mais aussi par exemple la pollution plastique, mais aussi par exemple les inégalités sociales, le ralentissement des relations internationales. Tout ça sont des symptômes que le système sur lequel nous travaillons a besoin d'être changé. Et c'est un petit peu là-dessus que nous voulons parler aujourd'hui.
Puisque vous êtes aussi vice-président du groupe de l'entreprise Roche, donc comment les entreprises peuvent-elles s'y préparer pour toutes ces frontières et ces nouveaux défis? Alors je pense que ce qui est très important, et c'est là où le Forum économique mondial a un rôle à jouer, nous devons d'abord commencer à en parler. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un petit peu d'humilité, de comprendre qu'il y a des problèmes qui ne sont pour le moment pas résolus par le système actuel. Alors si notre entreprise veut continuer à servir le patient, nous sommes une entreprise pharmaceutique dans le métier et de guérir les gens. Si nous voulons continuer à servir le patient, il va bien falloir qu'on fasse des choses de manière durable, de manière inscrite dans ces limites planétaires dont nous parlions auparavant. Et ça veut dire gérer la situation comme si c'était une situation incluse et pas seulement une situation diverse. La transformation numérique et l'ère de l'intelligence artificielle sont des sujets brûlants. En tant que vice-président de Roche, comment amenez-vous Roche à répondre à ces changements technologiques? Et quel conseil donneriez-vous aux jeunes leaders et entrepreneurs? Oui, alors Roche, nous nous décrivons comme une entreprise pharmaceutique, mais en fait, ce que nous faisons surtout, c'est de l'innovation. Nous essayons de créer des choses qui n'ont pas été faites avant. Nous essayons d'utiliser la technologie ambiante, qui évidemment augmente en permanence, pour arriver à trouver des solutions thérapeutiques pour des pathologies qui n'ont pas encore été traitées. Et ça, cela veut dire qu'il nous faut un constant renouvellement de notre pipeline de projet, de notre tuyau de projet, mais qu'il nous faut aussi un constant renouvellement des personnes qui s'y intéressent. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut changer les personnes, mais ça veut dire qu'il faut qu'on s'adapte à la manière de réfléchir et qu'on s'adapte en ligne avec ce qui se passe sur la planète. Alors aujourd'hui, notre souci principal, c'est de pouvoir développer le talent en interne qui nous permettra de gérer ces nouvelles technologies. Comme vous le savez comme moi, c'est pas seulement l'intelligence artificielle, c'est la convergence de beaucoup de choses. C'est la biologie synthétique, c'est les drones, c'est la microélectronique, c'est toutes ces choses-là ensemble peuvent nous aider à vraiment changer le futur. Et cette convergence, c'est quelque chose que nous ne pourrons pas gérer si nous n'avons que des spécialistes. Il nous faut des gens qui peuvent mener les choses ensemble. Donc mon conseil à la jeune génération serait de dire ne vous spécialisez pas trop, n'allez pas trop vite pour vous spécialiser. C'est important de comprendre comment tout fonctionne ensemble. C'est important de comprendre comment est-ce qu'on peut, ensemble, dans la planète, faire le meilleur des ressources que nous avons. Roche est un acteur majeur de l'industrie pharmaceutique. Comment abordez-vous les questions relatives aux investissements dans les talents et le capital humain? Oui, alors c'est une excellente question. Si on veut rester parmi le peloton de tête des meilleures entreprises pharmaceutiques, il va nous falloir du talent. Alors, on a une culture assez... je vais dire ça différemment. Si je veux attirer les bonnes personnes, je ne veux pas que les bonnes personnes viennent chez moi parce que je leur donne un travail. Je veux qu'elles viennent chez moi parce qu'ensemble, on peut faire quelque chose pour le patient. Donc ce que nous cherchons, c'est des gens qui peuvent venir faire leur carrière avec nous, basée sur une relation de confiance, en leur donnant à eux la responsabilité de pouvoir développer quelque chose vers le futur. Et beaucoup d'entreprises, la pharmacie c'est différent parce que on parle de vie, on parle de sauver des vies. Mais dans beaucoup d'entreprises, les gens qui viennent pourraient faire autre chose ailleurs. Moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup les gens qui sont en train qui font ça plutôt qu'autre chose parce qu'ils n'ont pas trouvé autre chose. Moi, je veux les gens qui viennent chez moi, il faut que ce soit les gens qui ont vraiment envie de nous aider à créer une solution pour les patients. Et je crois que comme ça, on peut arriver à trouver des gens en leur donnant une opportunité de vraiment investir dans leur carrière, dans leur know-how, dans leurs compétences. L'année dernière, le président chinois Xi Jinping a évoqué à plusieurs reprises l'idée du développement de forces productives de nouvelle qualité. Comment comprenez-vous ce concept de force productive de nouvelle qualité? Alors, ce que je peux dire, c'est ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que si nous voulons prendre l'initiative sur le futur, si nous voulons rentrer vers une société durable, il va bien falloir qu'on invente des choses nouvelles. Et ça veut dire changer ce que nous faisons. Pour moi, il y a deux qualités importantes dans la projection du futur. L'un, c'est l'humilité. Il faut comprendre que ça ne marche pas aussi bien qu'avant, et je crois que c'est ce que votre président dit. Et ensuite, il va falloir le courage de le changer. Donc il faut qu'on crée des endroits, il faut qu'on crée des opportunités pour des gens de prendre des décisions qui s'imposent pour mettre le système dans un meilleur état.
Et ça veut dire augmenter la qualité non seulement de nos actions, mais aussi la qualité de nos résultats. On parlait tout à l'heure de processus sur le long terme. Si on veut que dans le long terme ça marche bien, il faut commencer aujourd'hui. Et si on veut commencer aujourd'hui, il faut que ce soit fait sur des critères qui ne soient pas les mêmes que ce que nous avions dans le passé, c'est-à-dire la maximisation du profit à court terme. Ce n'est pas le matérialisme qui nous intéresse, c'est le bonheur. Et si on veut trouver le bonheur, il va falloir que sur le long terme, on dispose de nos ressources de manière différente. Le forum met également l'accent sur l'interconnexion entre le climat, la nature et l'énergie. Quelles initiatives Roche prend-il pour répondre à ces enjeux environnementaux ? Alors nous avons toute une série d'initiatives à l'intérieur de l'entreprise, je ne vais pas les détailler les unes après les autres, mais je peux vous donner un exemple. Nous venons de construire un nouveau quartier général chez nous à Bâle, en Suisse. Ce bâtiment a été conçu de manière aussi, avec une empreinte écologique aussi petite que possible. Les deux ensemble n'émettent pas de carbone. Il y en a un qui en émet un petit peu plus, l'autre les absorbe, on peut travailler là-dessus. On a aussi une stratégie, je vais employer le mot anglais, de product stewardship. Comment est-ce qu'on peut gérer nos produits tout au long de la chaîne? Donc on les construit, on les invente, on les construit, on les utilise, on les distribue et on les récupère. Et on essaie de regarder sur toute la chaîne de valeur comment est-ce qu'on peut diminuer l'empreinte de ce produit-là. Et c'est toujours la même chose. Si on pose la question, on trouve des solutions. Si on l'ignore et si on dit c'est pas mon problème, c'est le problème de quelqu'un d'autre, ça ne se passera pas. La Chine va organiser en 2024 la 16e édition de l'exposition internationale d'importation de la Chine. Roche a déjà participé 6 fois à la CIE. Le groupe y participera-t-il également cette année? Et quelles nouvelles innovations allez-vous présenter? Alors j'ai eu le privilège de diriger notre délégation de la CIE en 2019, juste avant que l'économie soit affectée par le Covid, et j'ai été très impressionné. Quel endroit extraordinaire. Vous avez vraiment une vitrine fantastique pour de nombreux produits. Alors je dois vous avouer que je ne suis pas sûr des projets spécifiques pour cette année, mais s'il y a une opportunité, nous irons, parce que c'est vraiment un des rares endroits sur la planète où on peut rencontrer tout le monde. Et ça, je crois que c'est important. À nouveau, c'est un petit peu l'ambition du World Economic Forum, du Forum mondial. Ce que nous essayons de faire, c'est de mettre les gens ensemble pour pouvoir décider collectivement comment on peut faire quelque chose de bien pour tout le monde, pour tout ce qu'on appelle les parties prenantes. Et la suite, on va poser des questions sur le développement peut-être macroéconomique. Récemment, certaines voix au sein de la communauté internationale incitent à se détacher de l'économie chinoise. Qu'en pensez-vous? Depuis le début, nous sommes revenus dans cette interview, nous sommes revenus sur les mêmes thèmes. On aura vraiment une efficacité que si on travaille ensemble. Alors pour nous, comme entreprise, l'idée de dire qu'il y a une partie du monde qui est bien, une partie qui n'est pas bien, c'est pas utile pour le patient. Notre métier à nous, c'est d'apporter au patient une réponse. Et ce que nous allons essayer de faire aussi vite que possible. Donc je ne sais pas d'où viennent ces hypothèses, mais je ne les partage pas. Pensez-vous que la Chine a un problème de surcapacité? D'un point de vue mondial, comment pouvons-nous maintenir ensemble la stabilité et la fluidité de la chaîne d'approvisionnement mondiale? Le dialogue, la collaboration et la mise en commun de ressources naturelles. On ne peut pas aujourd'hui, dans le monde globalisé dans lequel nous sommes, aller dans le sens inverse. Le multilatéralisme nous a beaucoup aidé comme modèle économique. Maintenant, de décider unilatéralement que ce modèle doit s'arrêter, à mon avis, ça ne servira pas à la planète. Et après 3 années de pandémie, l'économie mondiale a connu une chute très importante. Donc, que pensez-vous du développement de l'économie mondiale? Est-ce que vous êtes toujours optimiste sur le développement de l'économie mondiale? Alors, moi, je voudrais en revenir à ce que nous avons dit auparavant, les limites planétaires, le fait que nous devons prendre conscience de l'impact que nous avons sur la nature et sur la planète est absolument crucial pour le futur de l'économie. La pandémie a été un très bon exemple. C'était une maladie, c'était une infection, et c'est les systèmes sociaux qui ont le plus souffert. En arrêtant l'économie, comme on l'a fait partout dans la planète, on a eu des dégâts
collatéraux qui n'étaient pas envisagés parce qu'on voulait juste protéger la maladie. Alors on doit faire ces compromis en permanence entre les humains, vous et moi, le système social, nous tous ensemble, et la nature. Et si un virus arrive et commence à avoir des impacts sur les humains, on réagit de manière sociale. Et cette manière sociale nous a beaucoup... Enfin, les dégâts créés par l'arrêt de l'économie sont comparables aux dégâts créés par le virus. Et donc il faut jouer cette partition, il faut arriver à compromettre, et je crois que c'est une des plus grandes difficultés possibles. Donc pour répondre à la question, je ne pense pas que cela affectera, que le Covid affectera l'économie de manière durable, mais je sais aussi que parce que l'humain s'agrandit de plus en plus sur la planète, il y aura d'autres pathologies qui vont arriver. On parle beaucoup en ce moment de la monkeypox, de l'infection des singes. On parle de plus en plus de la grippe aviaire, les virus du West Nile. Enfin, il y a clairement la possibilité dans le futur d'avoir à nouveau une infection mondiale. Et là, il faudra qu'on utilise ce qu'on a appris. Il faudra arriver à faire le compromis de manière idéale, mais il faudra surtout qu'on se parle, enfin, surtout qu'on échange des informations, enfin, surtout qu'on reste ouvert au multilatéralisme. D'accord, ok. C'est-à-dire que le forum d'été de Davos, c'est une bonne occasion pour, Exactement. Pour se dialoguer. Selon vous, quel est le plus grand défi de l'économie mondiale actuellement? Et comment percevez-vous le rôle de la Chine dans l'économie mondiale actuelle et future, en particulier en ce qui concerne l'innovation et la technologie? Alors, le plus gros challenge qui nous fasse tous citoyens de la Terre, c'est que nous arrivons en fin de course d'un modèle qui nous a beaucoup servi, mais qui est en train de se fatiguer. Nous parlions tout à l'heure des changements climatiques, nous pourrions parler aussi de la détresse parmi la jeunesse, nous pourrions parler de beaucoup de choses différentes que nous devons essayer auxquelles nous devons essayer de trouver une solution. Et si on veut faire ça, il va falloir qu'on prenne vraiment cette notion systématique du fait que la nature nous soutient, individus, comme un système opérationnel. La nature, c'est le système de soutien de la vie sur la planète. Alors l'humain pourra essayer pendant longtemps de gérer beaucoup de choses. Si la nature est en panne, l'humain ne survivra pas longtemps. Et donc c'est très important que dans les limites planétaires, nous continuions non seulement à arrêter de détruire la planète, mais en plus de commençant à la régénérer. Et là, je pense que la civilisation écologique dont votre président a parlé à plusieurs reprises me paraît vraiment une décision courageuse pour le futur. On doit restaurer une partie de la planète parce qu'on l'a abîmée. Je pense par exemple à toute la politique autour du panda, avec les ressources naturelles qui ont été mises à disposition, la reforestation d'une partie de la province du Sichuan. Moi, je trouve ça absolument exemplaire. C'est le genre de choses que nous devons faire dans le futur si nous voulons restaurer une partie de la planète. Et restaurer, c'est pas juste, on n'aime pas la nature juste parce qu'elle est jolie. On aime la nature parce qu'on en a besoin et que nous ne survivrons pas à une perte de la nature. Donc on essaie de protéger le vivant, la vie. Et c'est ça qui est important. On va maintenant parler un peu de votre expérience avec la Chine. Est-ce que c'est votre première fois d'être venu à Dalian? Correct, oui. Quelles sont vos impressions sur Dalian? La vue que nous avons derrière vous est très jolie. J'aime bien cette ambiance de ville de mer, de port. J'ai grandi dans le sud de la France, près de Marseille, et je trouve que Marseille aussi a cet aspect ouvert sur la mer. Et la mer, c'est important. Avant d'être arrivé à Dalian, quelle a été votre imagination? Est-ce que c'est différent de ce que vous avez imaginé? Non, je crois que si je mets en commun mes différentes expériences de mes visites en Chine, je m'attendais à quelque chose de similaire. Mais c'est peut-être encore plus grand que ce que je croyais. En tant que leader dans le domaine pharmaceutique, qu'est-ce que vous pensez de la médecine traditionnelle chinoise? La médecine traditionnelle chinoise, comme beaucoup de médecines traditionnelles ailleurs, contient beaucoup d'éléments qui pourraient être très intéressants. Aujourd'hui, la recherche en pharmacie ne se concentre pas seulement sur la réplication du vivant, la réplication des espèces naturelles, elle essaie aussi d'aller dans une médecine synthétique. Elle essaie de comprendre quelles sont les cibles dans le développement de la maladie où on peut agir avec des molécules. Alors là, de plus en plus, l'intelligence artificielle nous permettra d'identifier quelles sont ces molécules ou peut-être même d'en créer de nouvelles.
Mais c'est vrai que la plus grande librairie de la planète, la plus grande ressource que nous avons, c'est ces médecines traditionnelles qui ont évolué au fil des années, des plantes, des extraits, des essences, qui nous ont permis de faire beaucoup de choses déjà très vite. Par exemple, Tamiflu, qui était notre produit contre la grippe, contre l'influenza, est extrait de l'anis étoilé, de l'acide chichémique, qui est une composante de l'anis étoilé dont on sert en gastronomie. Ça nous a permis beaucoup d'aller plus vite parce qu'on a identifié ça dans la nature. Alors, pour la médecine traditionnelle chinoise, je crois que c'est une médecine qui a prouvé qu'elle marche. Il faut savoir s'en servir. Roche a créé en 1994 sa première joint venture en Chine. C'était il y a 30 ans. On peut dire qu'il s'agit d'une grande réussite pour Roche, qui continue d'ailleurs d'augmenter ses investissements en Chine. Donc, comment jugez-vous ce succès? Comment voyez-vous les perspectives du marché chinois? Alors, pour commencer, Roche existe depuis 128 ans. Et nous étions déjà à l'époque en Chine assez rapidement. Nous avons essayé maintenant sur le long terme de construire de la valeur, pas de vendre des produits, mais de co-créer des choses que nous pouvons faire ensemble. Nous avons un centre de recherche à Pudong, en Chine, à Shanghai, pardon. Nous avons aussi un accélérateur de jeunes pousses où nous essayons d'aider les nouvelles idées. On fait beaucoup de choses de ce genre. Donc, quelle est votre planification pour le développement en Chine? Alors, une planification, c'est un modèle qui sert beaucoup les politiques, mais pas tellement les entreprises. Notre intention est de rester en Chine pour aider le patient chinois. Et c'est ce que nous allons continuer à faire de la même manière que nous le faisons ailleurs sur la planète. Quelle a été votre première visite en Chine? En 1989. Je suis venu à Shanghai pour justement visiter le site de Pudong que nous allions transformer en notre quartier général chinois. Mais à l'époque, Pudong, c'était surtout des rizières, il n'y avait pas beaucoup de bâtiments. Donc vous venez souvent en Chine? Oh, j'y suis revenu une fois tous les 2 ou 3 ans depuis. Vous constatez les changements qui se sont passés en Chine? Oui, absolument, oui. Et, vous savez, je donne toujours le même exemple. Moi, je suis né en 1958. À l'époque, il y avait 3,5 milliards de personnes sur la planète. Aujourd'hui, nous sommes 8. Mais pendant ces périodes de 65 ans, on a gagné la prospérité. On a 8 milliards de personnes qui vivent mieux aujourd'hui qu'ils vivaient 3,5 milliards auparavant. Mais on a vu, dans la même période, on a perdu 65% des espèces de vertébrés. C'est pas une question on va les réparer. Une fois que l'espèce est partie, elle est partie pour toujours, elle ne reviendra plus. Et donc, on a vraiment beaucoup abîmé la planète. Je crois que c'est très important de réaliser ça, parce que sinon, notre futur est assez compromis. Il y a une phrase très simple, le futur est durable, ou il n'y a pas de futur. C'est-à-dire, vous n'êtes pas optimiste sur le futur? Au contraire, je suis très heureux parce que je crois en l'humain. Je crois que collectivement, on va pouvoir faire quelque chose. Et c'est d'ailleurs pas un problème chinois, hein, c'est un problème global. Il va falloir qu'on fasse quelque chose ensemble. Notre émission touche à sa fin. Merci, Monsieur Hoffmann, d'avoir accepté notre invitation. Et je vous souhaite un bon séjour à Dalian. Mais merci beaucoup à vous et merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci. Merci beaucoup.